Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je peux le voir, on est presque à 170 participants. Nous attendons aujourd'hui à peu près sur cette session plus de 440 personnes. Il y aura également une seconde session à 17 h où nous attendons plus de 200 personnes. Voilà. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire, donc les ultraviolets solaires au travail, comment préserver sa santé. Donc cet événement est organisé grâce au PRST4, donc le plan régional santé au travail, et de GEST, qui est le regroupement de l'ensemble des services de santé au travail du Grand Est. Donc comme je l'ai dit, on attend près de 440 participants, donc c'est un sujet qui témoigne un peu de l'importance de ce thème. Et pour aborder ce sujet, pour, comment on peut dire, éclairer un peu nos échanges, c'est un peu sur le thème. On a la chance d'avoir plusieurs experts. Donc, Monsieur Cesarini, donc de la sécurité solaire. Bonjour Justine, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Docteur Jean-Michel Wendling de la DREES du Grand Est. Bonjour, merci. Nous avons également caché parmi nous Anne-Nicole du SPSTI BTP, qui sera là pour répondre à vos questions sur le chat. Nous avons Monsieur Marc Demanja de l'OPP BTP du Grand Est. Bonjour à toutes et à tous. Et Dr Audric Ratajac de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace. Bonjour tout le monde. Voilà. Et donc moi-même, Justine Chalon, donc je suis au service communication d'AST 67 et je suis là pour modérer la session durant tout ce webinaire et couper la parole si nos interlocuteurs parlent un peu trop longtemps, ce qui peut arriver. Mais c'est tellement intéressant que je n'aurai pas besoin de le faire, bien évidemment. Donc, nous sommes déjà près de 200 participants. On va attendre encore 2-3 minutes pour que la majorité des personnes se connectent. Puis après, on commencera gentiment. On a de la chance, en plus, le soleil est de retour. Hein. Donc, encore plus de nécessité de se protéger du ultraviolet, je pense. Donc, à travers ce webinaire, on va regarder un peu les meilleures pratiques, les recommandations qu'on peut avoir pour préserver notre santé. Donc, on fait un focus bien évidemment sur le travail, mais cela fonctionne bien évidemment pour la vie quotidienne. On va bientôt commencer. Plus de 200 participants pour l'instant. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé la plateforme Livestorm, sur le côté droite, vous trouverez un espace questions. Donc, parfait, une question est déjà posée. Voilà. Serait-il possible de récupérer la présentation issue de ce webinaire? Bien entendu. À la fin de ce webinaire, demain, on essaiera de le faire au plus vite, nous mettrons du coup le replay du webinaire ainsi que sa présentation sur le site de GEST. On fera également un mailing auprès de toutes les personnes qui se sont inscrites pour que vous puissiez récupérer toutes les informations. Donc, pas d'inquiétude sur le sujet. N'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet questions. On fera au maximum pour y répondre durant le webinaire et à la fin de celui-ci. Et s'il y a des questions qui reviennent de manière récurrente, on fera peut-être aussi un article sur le sujet pour répondre si on n'a pas pu aller dans le détail. Encore 2 petites minutes, puis on va commencer. « 220. » Bon, je pense que... Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous commençons? On commence? Parfait. Donc, je vais lancer le sujet. Les ultraviolets solaires au travail, comment préserver sa santé?
Donc, au sommaire de ce webinaire, nous allons commencer par la première partie qui est le rayonnement solaire, comprendre les dangers. Donc, avec la sécurité solaire avec Monsieur Pierre Cesarini. Une seconde partie sur les effets sur la santé et le dépistage, donc qui sera animée par Dr Jean-Michel Wendling, donc de la DRETS, et Madame Anne-Nicole du SPSI BTP qui est en backup aussi pour répondre à l'ensemble de vos questions. En troisième partie, nous aurons la prévention dans le BTP avec Monsieur Marc Demanja, donc de l'OPP BTP du Grand Est. Et en dernière partie, la prévention dans le secteur agricole avec Dr Audric Ratajak de la MSA Alsace. Donc, Madame Christine Boulier sera présente sur le webinaire de 17h. Première partie, le rayonnement solaire, comprendre les dangers avec Monsieur Pierre Cesarini. Pour commencer cette partie, je vais vous lancer un petit sondage qui est présent sur vos écrans. Pour vous, l'index UV et le risque de brûlure augmentent en été parce que la Terre est-elle plus près du Soleil? Oui ou non? Je vous laisse répondre à cette question. Et Monsieur Pierre Cesarini, je vous laisse commencer votre présentation. Merci beaucoup, Justine. Effectivement, on va parler du rayonnement solaire parce que le plus important, évidemment, en gestion de risque, c'est de le comprendre. Et on a une vraie difficulté avec ce rayonnement solaire, en particulier ces rayons que vous voyez là, dont vous avez tous entendu parler, les ultraviolets. Ce sont eux qui provoquent les dommages sur les cellules, notamment les risques de cancérisation dont on va parler plus tard, sans provoquer aucune sensation. En fait, ce qui dans le rayonnement solaire chauffe, ce sont les infrarouges. Ce qui nous éblouit, c'est le rayonnement visible. Et vous voyez que les UV ne font partie d'aucune de ces deux catégories. Les UV sont des rayons froids, sont des rayons qui ne chauffent pas. Leur longueur d'onde est courte, l'énergie transportée est importante. C'est pour ça que ça provoque des dommages sur les cellules. Et c'est pour ça que c'est important et que ça va être précieux d'avoir cette échelle, cet index UV qu'on appelle indice de rayonnement UV également, qui, lorsque vous le voyez dans les programmes météo, vous donne généralement une information pour le midi solaire, les 3-4 heures autour du midi solaire, c'est le moment où on a le plus d'UV, on va le voir. Cette échelle indique évidemment l'intensité du rayonnement UV et le risque pour la santé qu'il représente. Et c'est d'autant plus à prendre en compte, évidemment, qu'on a une peau fragile et des expositions longues. Ce qui fait varier cet indice d'UV, et je vais répondre à la question qui a été posée, du coup, c'est pas la distance Terre-Soleil, c'est la position du Soleil dans le ciel. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, en fonction de cette position du Soleil dans le ciel, on va avoir un trajet dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un filtre qui arrête une partie des rayons du Soleil, en particulier une partie des ultraviolets. Et donc sur cette image, je crois qu'on comprend bien que quand le Soleil est haut, on voit un trajet des rayons parcourus dans l'atmosphère qui est court. Il y a donc beaucoup d'UV au sol. Et c'est évidemment l'inverse. Quand le Soleil est bas sur l'horizon, on a un trajet des rayons dans l'atmosphère qui est long. Et donc, il n'y a plus beaucoup d'UV. Et ce qui fait varier cette position du Soleil dans le ciel, il faut retourner à nos cours de CM1 pour ça, c'est évidemment la rotation de la Terre sur elle-même et évidemment aussi la rotation de la Terre sur un axe incliné tout autour du Soleil au cours des mois et des saisons qui passent. Ainsi, le jour de l'année où il y aura le plus d'UV dans l'hémisphère nord, c'est le 21 juin, c'est le jour du solstice d'été, c'est le jour où le Soleil monte au plus haut, c'est le jour donc où il y aura le plus d'UV. C'est évidemment l'inverse, le 21 décembre. Vous avez quelques cartes pour illustrer cela. En décembre, janvier, vous voyez qu'en France hexagonale, en tout cas, on a des niveaux d'UV très faibles, alors qu'on va avoir des niveaux d'UV très forts, voire extrêmes, au mois de juin, juillet. C'est les 2 mois de l'année où il y a le plus d'UV, juin et juillet. En mai, en août, on a des niveaux d'UV qui sont un peu moins forts qu'en juin et juillet, mais enfin, vous voyez qu'ils sont déjà élevés, et ce sont les mêmes surtout. Le 1er mai, on est à moins et 20 jours du solstice d'été, comme on va l'être le 10 août. Le soleil dans la même position, toutes choses égales par ailleurs, le niveau d'UV est le même. Alors bien sûr, si vous voyagez au mois de décembre dans l'hémisphère sud, en particulier sur le tropique, ici à l'île de la Réunion, pour rester en France, on a des niveaux d'UV extrêmes, de l'ordre de 14, alors que sur le tropique nord, aux Antilles, on aura un indice d'UV qui est quand même conséquent, de l'ordre de 5-6. Et au mois de juin, la carte s'inverse, 5 à la Réunion, 13-14 aux Antilles. Faire vraiment encore attention, une nouvelle fois, à ce décalage entre la perception du risque sous forme de chaleur et le risque réel UV. Vous voyez sur ces courbes ici une variation de l'UV à différents degrés de latitude. Ici, on est sur le cercle polaire, là, on est à Copenhague, là, on est en France métropolitaine. Dans tous les cas, dans l'hémisphère nord, ça pique à midi, heure solaire, c'est-à-dire vers 14 heures à votre montre. Quand vous regardez la variation des températures, elle est souvent au plus élevée, plutôt vers 17-18 heures, c'est-à-dire souvent 2-3 heures après le midi solaire, après le pic d'UV.
Bien sûr, il y a des facteurs locaux qui peuvent venir infléchir ces données-là. Par exemple, si vous avez un très gros nuage très noir, très épais à midi, il n'y aura pas d'UV, même à midi, même sous les tropiques. Des nuages d'altitude et d'épaisseur moyenne vont couper grosso modo la moitié des UV. Ça en laisse beaucoup, possiblement dangereusement. Et puis le plus dangereux, c'est le fameux cirrus, le voile nuageux, qui va couper 90, 95%, pardon, qui va couper beaucoup d'infrarouge et beaucoup de lumière. Donc on va être peu ébloui, il fera moins chaud. Par contre, ça laisse passer 90 ou 15% des UV. Ça veut dire que ça ou rien, c'est quasiment la même chose. Piège également en altitude. La température baisse quand on monte en montagne parce qu'il y a moins d'atmosphère pour filtrer les UV. Par contre, le niveau d'UV augmente clairement. La réverbération également est un vrai risque sur les surfaces blanches brillantes comme la neige ou sur l'eau lorsqu'il y a de l'écume ou sur du sable clair. La réverbération peut être forte et significativement augmenter les risques. En fonction de cet indice d'UV, on peut savoir en combien de temps un type de peau donnée va brûler. Par exemple, si je prends des indices d'UV qu'on a en ce moment en France hexagonale, 7 à 8, un phototype 1, donc quelqu'un qui a la peau claire, va prendre un premier coup de soleil léger en 20 minutes. 3 fois cette dose, donc 1 heure d'exposition, c'est la brûlure significative. 5 fois la dose, c'est la cloque. Ça vous donne une idée de la rapidité avec laquelle les choses vont. Naturellement, pour des gens qui ont des peaux plus mates, ça va moins vite, fort heureusement pour eux. Et ça aborde cette question de combien de temps on prend des coups de soleil, finalement, la question de la dosimétrie, du dosage. Quelles sont les doses qu'on reçoit? Ce qui est important, c'est bien sûr l'intensité du rayonnement, mais aussi la durée de l'exposition qui vont naturellement conditionner les doses qu'on reçoit. Alors, les scientifiques ont mis au point ce qu'on appelle une SED, une standard érythémateuse dose, qui correspond à une dose d'énergie par surface, 200 millijoules par centimètre carré, sans pouvoir rentrer trop dans le détail. Il faut savoir qu'en France, on reçoit 50 à 60 doses par jour sur un plan horizontal. Parce que bien sûr, quand vous analysez ce que chaque partie du corps a reçu, la question de l'orientation par rapport au rayon du soleil est importante. Par exemple, le dessus d'une épaule va recevoir à peu près les 3/4 de ce qu'on reçoit sur un plan horizontal. Pareil pour le dessus du pied qui va recevoir quasiment la même chose que ce qu'on reçoit sur un plan horizontal. Par contre, ce qu'on reçoit le long d'une jambe ou le long d'un bras est beaucoup moins dans la mesure où le soleil est peut-être orienté de façon verticale ou presque. Donc ces doses qu'on reçoit vont dépendre bien sûr de l'intensité et de la durée d'exposition, mais aussi de cette orientation et bien évidemment de la protection qu'on va mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie. Justine, ton micro. J'ai une question de Madame Surmont qui demande quelle est la bonne échelle UV à prendre en compte? Certains vont jusqu'à UV 11, d'autres 12. Y a-t-il un consensus sur une échelle à utiliser en particulier? Oui, merci pour la question. Ça me permet de démonter effectivement des informations fausses qui circulent sur le sujet. Il n'y a qu'une échelle. L'indice d'UV, elle est universelle, elle a été mise au point par les Canadiens. Elle est aujourd'hui l'échelle officielle de l'Organisation mondiale de la météo, de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Elle n'a pas de plafond, cette échelle. 1 et 2, c'est qualifié de faible. À partir de 3, modéré. À partir de 6, c'est fort. À partir de 8, c'est très fort. À partir de 11 et plus, c'est extrême. Vous imaginez bien qu'en montant en altitude, et imaginez même que vous sortiez de l'atmosphère, vous explosez de tous les niveaux. Il n'y a pas de plafond. Simplement, parfois, on s'arrête à 10 ou 11 parce qu'on est dans un pays qui s'arrête à 10 ou 11. Allez en Amérique centrale ou en Amérique latine, proche des tropiques, vous verrez qu'on sera au-dessus de 10 tout au long de l'année, en raison de l'altitude et de la position intertropicale du pays. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la deuxième partie. Donc, les effets des rayons solaires sur la santé avec Dr Vanling. Pour commencer, la même chose, un petit sondage. Le nombre de cancers de la peau a triplé entre 1990 et 2023. Oui ou non? Eh bien, c'est une question à laquelle on va répondre dans la suite de la présentation. Donc, avant de parler des effets néfastes, on va parler des effets utiles et bénéfiques du soleil, parce qu'il y a aussi ces effets-là, et notamment la synthèse de la vitamine D, qui est en réalité une pro-hormone, qui est nécessaire au métabolisme de l'os, notamment pour la fixation du calcium. Mais également, cette vitamine ou pro-hormone est importante dans la défense immunitaire. Il y a également les effets positifs de la lumière sur le moral, et notamment la participation à la prévention de la dépression saisonnière hivernale. Et enfin, la lumière participe à l'horloge interne et au rythme circadien veille-sommeil,
via une molécule qui est la mélatonine. Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup d'exposition, c'est 15 minutes par jour, un peu plus, en fonction de la période, pour avoir cette synthèse de vitamine D. Et le risque est vraiment en fonction de la dose reçue. Donc, petite dose, effet bénéfique, forte dose, eh ben, vous les connaissez, ces effets. C'est des effets immédiats néfastes dont a parlé Pierre, notamment les coups de soleil qui peuvent aller jusqu'à la brûlure avec la cloque que vous voyez bien visualisée là sur la photo. Mais également des effets combinés de photosensibilisation où lorsque on applique des topiques, où on est en contact avec certains composants, notamment des végétaux associés aux UV, on a des réactions très spécifiques que vous pouvez voir en bas. Et enfin, des effets sur les yeux avec des problématiques d'ophtalmie ou de photokératite qui sont finalement des brûlures de la conjonctive ou de la cornée qui sont bien connues par exemple chez les soudeurs qui sont exposés aux UV de manière en général accidentelle lorsqu'ils omettent de porter leur protection. Alors, au-delà des effets immédiats, on a enfin des effets différés qui sont néfastes pour la santé. Deux grandes familles, une famille de pathologies oculaires qui sont différées, qu'on va voir, qui sont principalement la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte, et les cancers cutanés, qui sont en réalité des carcinomes cutanés. On ne va pas parler de mélanomes. Les mélanomes sont plutôt liés à des expositions solaires pendant l'enfance et à des coups de soleil pendant l'enfance. Là, on est sur des carcinomes cutanés qui sont vraiment fortement liés à l'exposition professionnelle. Alors, au-delà des cancers cutanés, on a des effets cutanés qui sont le photovieillissement. Et là, vous avez une iconographie qui est parlante avec à gauche des vraies jumelles qui ont vécu l'une dans une zone très exposée des États-Unis, vous voyez à droite, avec des rides profondes. Et puis à droite, la représentation d'un chauffeur qui, au travers de la vitre de son camion, a une altération et des rides profondes avec un photovieillissement de l'hémiface gauche. Vous voyez donc que l'effet du soleil est bien mis en évidence avec ce photovieillissement et ces rides profondes sur ces deux photos. Les effets différés néfastes sur l'œil, pour aller un peu plus dans le détail, avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une pathologie qui touche surtout les pays riches, qui est très invalidante du fait d'une altération de la vision centrale. Vous voyez une reproduction là à droite de ce qui peut être vu par quelqu'un qui est touché par une DMLA bien évoluée, avec une distorsion également de l'image, et quand même une population touchée qui est de 8% de la population française, avec une fréquence qui augmente largement avec l'âge. Donc atteinte de la rétine, atteinte également du cristallin avec la cataracte, qui est une opacification du cristallin, qui est la première cause de cécité dans le monde, en forte augmentation. Vous voyez 900 000 interventions par an pour la cataracte. Voilà pour les effets néfastes différés sur l'œil. Concernant les cancers de la peau, donc des affections qui sont des carcinomes, comme je l'ai dit, fortement liées aux expositions professionnelles, extrêmement importante en fréquence. On estime à 150 000 le nombre de cas par an de carcinomes cutanés, qui se divisent en deux sous-familles, des carcinomes basocellulaires pour 70% d'entre eux et des carcinomes épidermoïdes pour 20% d'entre eux. Donc par rapport au sondage, vous avez la réponse. Là, donc le nombre de cancers de la peau a bien triplé entre 1990 et 2023, ce qui est particulièrement inquiétant. Et ces carcinomes ont la chance d'être traitables à partir du moment où ils sont pris en charge tôt par la chirurgie. Les carcinomes basocellulaires sont des cancers qui ont un excellent pronostic puisque la chirurgie les guérit. Les carcinomes épidermoïdes, vous en avez un exemple sur la photo du milieu et d'en bas, sur des zones photo-exposées, le visage, le front, les oreilles. Les épidermoïdes, pour 20% d'entre eux, ont un pronostic qui est moins bon, ils sont infiltrants, ils sont même susceptibles de métastaser, voire d'entraîner le décès. On estime à environ 200 décès par an liés à ces cancers épidermoïdes. L'ensemble de ces cancers, de ces carcinomes, sont reconnus comme maladies professionnelles en Allemagne et en Suisse, et des cancers épidermoïdes, de même que des lésions précancéreuses, sont reconnus comme maladies professionnelles en Belgique depuis très peu de temps. Vous voyez qu'en volumétrie, l'Allemagne, c'est 4000 cas de maladies professionnelles reconnues par an, ce qui est quand même très important. En France, on n'a pas de tableau de maladies professionnelles pour le moment.
Alors, l'important, c'est de dépister ces carcinomes. Et vous voyez qu'à partir du moment où on cherche sur une population exposée, là, en l'occurrence, une étude espagnole de 2022, 215 travailleurs agricoles, une majorité d'hommes, un âge moyen de découverte de 66 ans, 45 ans d'activité derrière eux. Vous voyez quand même que la prévalence de ces lésions est très importante pour des lésions précancéreuses. Et puis pour des cancers déjà établis, on est quasiment à 10% de carcinome basocellulaire, donc de bons pronostics, et 1,4% de carcinome épidermoïde, de pronostic intermédiaire, infiltrante, comme je vous l'ai dit, et dont la prise en charge doit être précoce. L'important, c'est vraiment de se surveiller, de prendre en considération des lésions qui ne guérissent pas, qui font des croûtes, qui saignotent, et donc de consulter rapidement le dermatologue à partir du moment où vous avez ces lésions qui augmentent de taille et qui ne guérissent pas. Alors le lien entre ces carcinomes constatés et l'exposition professionnelle est maintenant bien documenté, et donc le lien est scientifiquement bien établi. Vous voyez là également quelque chose d'important. Pierre nous a parlé des doses reçues quotidiennes. Eh ben, grâce à des études allemandes, on a les doses cumulées reçues par des métiers. Un couvreur, c'est 450 SED, donc doses équivalence d'érythémateuses standard, par an. Et vous voyez qu'en cumul carrière entière, on voit un risque doublé sur des doses cumulées de 6000 à 8000 SED, et même un risque multiplié par 4 au-delà de 11 000 SED. D'où l'intérêt de dépister, comme je vous l'ai dit, de s'autosurveiller. Et donc en Suisse, l'autosurveillance a été mise en route à partir de l'âge de 55 ans. Importance donc de la prévention, et la transition est faite pour vous présenter des mesures pragmatiques, notamment dans le BTP avec Marc Demangeat. Alors, plein de questions. Je vais en poser 2, puis on répondra au reste à la fin de la présentation pour Dr Wendling. Pourquoi une telle augmentation de carcinomes? Alors déjà, il y a un effet lié à l'âge, vraisemblablement. Donc la population vieillit, et comme ces affections apparaissent tardivement, il y a un effet lié au vieillissement de la population. Ensuite, effectivement, les comportements vis-à-vis du soleil, et notamment dans le cadre de l'exposition professionnelle et des problématiques caniculaires, font qu'il y a beaucoup de gens, on voit beaucoup de gens des petites entreprises qui malheureusement travaillent torse nu. Donc voilà 2 pistes d'explication. Et puis, comme l'a dit Pierre, il y a cette problématique finalement d'absence de perception du risque, qui fait qu'on peut être sur une journée ensoleillée avec une température fraîche et finalement se dévêtir et donc s'exposer. Donc vigilance absolue. Une autre question, puis on passera à la troisième partie. On répondra aux autres questions, bien sûr, à la fin du webinaire. Un couvreur qui fait un baso, peut-on envisager une reco MP par le CRM-MP? Alors, a priori non, puisque la commission de reconnaissance de maladies professionnelles ne prend en charge que des affections dont le taux de gravité ou d'IPP est de plus de 25%. Donc, on sera plutôt sur des démarches de reconnaissance pour des carcinomes épidermoïdes possibles, en attendant de voir émerger un tableau, ce qu'on espère, puisque les commissions spécialisées des maladies professionnelles, à la fois du régime général et du régime agricole, ont été sensibilisées à l'opportunité de créer un tableau des maladies professionnelles. On va passer à la troisième partie, donc la prévention dans le BTP avec Monsieur Demangeat, ingénieur prévention. Et pour cela, une troisième petite question. Hop. La priorité en matière de prévention est l'application de crème solaire. Oui ou non? À vos votes. Et je vous laisse commencer. Monsieur Demangeat. C'est bon, la connexion a été rétablie. Parfait. Bonjour à toutes et à tous, mes excuses, c'est les aléas du direct. Effectivement, donc je vais vous présenter ce matin quelques solutions, notamment organisationnelles, pour commencer. Donc l'idée déjà, ça peut paraître bête, mais c'est de réfléchir dans la mesure du possible à décaler ses horaires de travail ou à prioriser des chantiers qui sont moins ensoleillés,
Pour cela, on peut recourir à des applications tout comme SunSmart ou Météo UV. Il y en a d'autres, mais qui vont vous permettre de choisir potentiellement un lieu où vos salariés seront moins exposés. Et bien entendu aussi d'augmenter la durée et la fréquence des pauses. C'est également valable en période de forte chaleur, mais comme vous l'avez entendu précédemment, n'oubliez pas que forte chaleur et risque UV ne sont pas synonymes. On peut prendre des doses d'UV très élevées, même lorsqu'il ne fait pas chaud. En matière d'autres solutions organisationnelles, on peut mécaniser les tâches dans la mesure du possible. Ça permettra d'avoir des gens qui sont quand même plus à l'abri du soleil dans un engin ou d'être à l'ombre avec l'utilisation d'engins téléguidés par exemple. L'organisation des pauses aussi est importante. Si on évite de travailler au soleil, il serait bien d'éviter de réaliser ces pauses en plein soleil. Pour cela, on pourra recourir à des barnums, des parasols, différentes protections qui vont permettre de mettre nos équipes à l'ombre lorsqu'elles seront assises sur un banc ou à une table. L'idéal étant de mettre à disposition des modules climatisés qui permettront au personnel de manger, de s'hydrater au frais. On peut également profiter de la mise à disposition d'un local par notre client, selon les typologies de chantier. En matière de solutions techniques sur le lieu de travail, on pourrait bien entendu réfléchir à réaliser déjà certains travaux de type lecture de plan, briefing à l'ombre, donc soit dans une base vie avec un Aggeco qui est bien climatisé ou au moins bien ventilé, ou tout simplement pareil, sous un dispositif de type parasol, de type protection solaire, qui vont permettre de réaliser ces tâches-là à l'ombre. Souvent, quand on fait des visites de chantier, on voit que c'est réalisé en plein soleil avec des gens éblouis qui prennent pas beaucoup d'UV à ce moment-là. C'est quand même un petit peu regrettable. Certains travaux à poste fixe peuvent également être réalisés à l'ombre. Pourquoi s'amuser à découper des tuyaux ou du bois en plein soleil alors qu'on peut avoir un poste fixe qui nous permettra de rester à l'ombre? C'est des choses à réfléchir. Travaux sur voirie, on voit sur l'iconographie en bas à droite également. Ça peut être accompagné d'un parasol, de solutions qui sont simples. En bas à gauche de l'iconographie, on va avoir également un parasol qui est magnétique. Celui-là, il va s'adresser par exemple à des gens qui sont frigoristes ou climaticiens, puisque le côté magnétique va permettre de se fixer à n'importe quelle finalement structure métallique, fait un ferromagnétique en tout cas, qui permettra à ces gens-là qui travaillent souvent à l'extérieur en plein soleil de profiter d'un maximum d'ombre. Autres techniques qui vont s'adresser plutôt aux sociétés de travaux publics ou aux grutiers, c'est de mettre en place des dispositifs de type filtre UV sur les vitres des engins, d'installer la climatisation dans les cabines de conduite. Ça va permettre de travailler avec les portes fermées et de se protéger des UV. Pour revenir sur les salariés qui seront plutôt du bâtiment et notamment ceux qui interviennent en façade, donc façadiers, électriciens, menuisiers qui vont poser des fenêtres ou autres, des volets, on peut recourir à des filets de protection qui vont être traités anti-UV. Attention, c'est une protection partielle à 70%. Des protections complémentaires seront nécessaires. Néanmoins, c'est quand même un gain très intéressant, d'autant plus que ça va protéger du vent. On parle de 90% de vent brisé, 75% d'occultation. Ça va permettre de ne pas être ébloui en travaillant, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et c'est imputrescible, donc ça va être bénéfique également en cas de pluie. Maintenant qu'on a bien couvert les solutions, on va dire, d'ordre collectif, on peut se pencher sur des protections individuelles. La première, c'est de porter un casque ou une casquette avec une visière longue, d'y adjoindre une saharienne. Ça va nous permettre donc de protéger la tête, le visage, le cou, les oreilles, ou de recourir à une solution qui fait un peu penser à un sombrero que vous allez pouvoir avoir au milieu de la diapositive, qui vient se greffer sur n'importe quel casque et qui va pouvoir être efficace. Enfin, premier équipement de protection, ça va être les vêtements, donc un pantalon long, ainsi que un t-shirt à manches longues. Un t-shirt anti-UV, c'est forcément à manches longues, puisqu'avec des manches courtes, on va laisser nos bras exposés. Vous allez me dire que on a tendance à se découvrir naturellement en été, effectivement.
Pour autant, pour ne pas avoir cette sensation de chaleur qu'on peut ressentir malgré le fait de porter des vêtements plutôt adaptés, respirants, rafraîchissants, on va pouvoir mettre en place des gilets rafraîchissants. Le gilet rafraîchissant qu'on voit à l'écran, là pareil, par exemple, on va le tremper dans l'eau pendant une durée de 1 à 3 minutes, le presser pour éliminer l'excédent d'eau. Une fois qu'on va le porter sur soi, on va avoir un effet rafraîchissant sans pour autant mouiller ses vêtements. Sur la photographie prise à la caméra thermique qu'on voit au centre, on va voir que la personne est exposée à une température de 23 degrés sur la zone couverte contre 36 sur la zone non couverte. Ça permet quand même un gain de confort très important face à la chaleur et face aux UV. En dernier lieu, déjà les lunettes de protection qui seront de catégorie CE3 ou 4. Prudence avec la catégorie 4, vous ne pourrez pas conduire avec, l'assombrissement est trop important. Donc vert teinté avec protection UV à 100%. Les lunettes doivent répondre à la norme EN 170. L'intérêt des lunettes, vous allez vous protéger les yeux et une plus grande partie du visage. Et en dernier lieu, pour les parties qui restent, c'est-à-dire les mains si on travaille sans gants, ce qui devient quand même plutôt rare, et pour les lèvres, mise en place d'un stick lèvres avec protection UV. C'est des solutions qui sont utilisées par les skieurs. Je pense que ce n'est pas pour rien. Et donc pour répondre à la question, j'y ai déjà indirectement répondu, la crème solaire n'est pas la solution la plus efficace. Ça reste vraiment utilisé pour les dernières parties exposées en dernière intention. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, vous pouvez vous connecter sur notre site Prévention BTP ou flasher le QR code. Ne le faites pas maintenant, faites-le une fois que vous aurez récupéré les slides. Ça vous permettra d'accéder notamment à des webinaires sur la protection des UV, à d'autres types d'informations, un risque ultraviolet, un article spécifique sur protéger vos équipes des risques ultraviolets. Ou également de venir vous inscrire pour recevoir notre mensuel Prévention BTP auquel vous pouvez vous abonner, qui présente de temps en temps des études spécifiques, notamment sur les coups de chaud ou sur le risque UV. Je vous remercie pour votre attention. Alors, une question, les filtres UV de vitrage de véhicules protègent-ils de tous les types d'UV ? Alors j'imagine qu'on parle des UVA, UVB, UVC. Il faudrait à ce moment-là consulter, je pense, la documentation technique et les spécialistes sur le sujet. Je ne peux pas vous répondre tout de suite, malheureusement. Ou sinon, une seconde question, quelle protection du coton par rapport aux matières anti-UV pour les t-shirts ? Alors, le coton, contrairement aux matières anti-UV des t-shirts n'ayant pas été testés, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est certain, c'est que les matières anti-UV ont été testées en situation réelle, à l'exposition aux UV artificiels et réels. C'est vraiment ce qui nous permet de justifier d'une protection en fait. Sur un vêtement en coton, je ne peux pas vous justifier de la protection apportée. Parfait, merci beaucoup. Enfin, la dernière partie, mais pas des moindres, la prévention en secteur agricole avec Dr Audric Ratajczak. Pour commencer, même rengaine, une petite Voilà, bonjour tout le monde. Donc, la petite question qui va bien. Un t-shirt en coton ordinaire offre-t-il une protection optimale contre les rayons UV? Voilà, donc on va parler ensemble de la prévention en secteur agricole. Tout d'abord, par des recommandations sur l'organisation du travail. Donc, évidemment, on va encourager la planification des tâches en extérieur pour les heures tôt le matin ou tard dans l'après-midi, ce qui permet de réduire l'exposition aux périodes de rayonnement UV les plus intenses. Alors, en petit rappel, en France, ce qu'on a dit avant, les rayonnements UV sont les plus intenses généralement en été entre midi et 16 heures. Et on recommande une rotation des travailleurs, ce qui permet de répartir l'exposition aux UV parmi le personnel et réduisant ainsi l'exposition individuelle quotidienne. Donc, quand il n'est pas possible d'éviter les travaux en période de forte exposition UV, on peut se protéger en travaillant à l'ombre. Donc, les structures d'ombre telles les tentes, les auvents, les parapluies peuvent réduire considérablement l'exposition directe aux rayons UV. On peut encourager ces travailleurs à prendre des pauses dans les zones ombragées ou même à l'intérieur, ce qui contribue à réduire leurs expositions cumulatives aux UV. Et puis lors de la planification des activités de travail, il est important de choisir des zones ombragées quand cela est possible pour minimiser l'exposition.
On encouragera à repérer sur le chantier les zones qui bénéficient de protection naturelle ou d'en créer en ayant à disposition ces structures d'ombre portatives. Pour revenir sur la question sur la production derrière les vitres. Alors, il y a effectivement des travailleurs qui passent la plupart de leur journée en cabine. Et on peut rappeler que les fenêtres en verre standard bloquent la majorité des rayons UVB. Donc, c'est ceux qui sont responsables des coups de soleil. Mais par contre, les vitres non traitées laissent passer jusqu'à 75 des rayons UVA, qui, elles, vont pénétrer et causer des dommages tels un vieillissement cutané prématuré et même une augmentation du risque de cancer de la peau. Donc, dans les engins agricoles, on va recommander effectivement à traiter ces vitres anti-UV. Donc, on peut utiliser des filtres spécifiques sur les fenêtres, voire même à poser des stores ou même des rideaux dans l'intérieur des cabines. Alors, lorsqu'il était obligatoire d'aller travailler directement au soleil, la meilleure solution, c'est d'aller se couvrir. C'est à ce titre que les vêtements jouent un rôle essentiel dans la protection contre les UV. On va recommander des chemises à manches longues et des pantalons longs couvrant la plus grande surface de peau possible et réduisant ainsi l'exposition directe. Il est préférable de choisir des tissus avec des facteurs de protection ultraviolets, ainsi des UPF, élevés. Ces tissus offrent la meilleure protection par rapport aux tissus ordinaires. On peut choisir des couleurs foncées et des tissus tissés serrés qui absorbent plus de rayonnement UV que les couleurs claires et les tissus légers. Et ils offrent ainsi une meilleure protection. En France, on a une norme de protection UV qui est classée en fonction de leur UPF et on considère qu'à partir de 40, on est déjà sur un très bon facteur de protection et à 50 et plus comme une protection excellente. Alors, pour rappeler la petite question de tout à l'heure, alors est-ce que le t-shirt en coton offre une protection optimale? La réponse est non. Alors, le t-shirt en coton est évidemment bien. C'est nettement mieux qu'un Marcel ou un débardeur, mais il n'absorbe en général que 80% des rayons UV. Et surtout, le risque est qu'une fois qu'il devient mouillé ou que c'est un t-shirt usé ou avec des trous, il réduit encore plus sa capacité d'absorption. Donc, si on travaille dans des zones à UV importants pendant le pic d'UV de la journée, voire en hauteur, ou comme on a vu sur la carte, l'indice d'UV peut monter au-delà de 10, on recommande effectivement des tissus spécifiques avec des normes UPF au-delà de 40. Voilà. Donc ensuite, sur la protection de la tête. Donc, naturellement, c'est la tête qui va être la partie la plus exposée aux UV et c'est le site de prédilection pour tout ce qui est cancer cutané évoqué précédemment, tels les spinocellulaires et les basocellulaires. Donc, les meilleures protections sont les chapeaux à large bord qui protègent le visage, les oreilles et le cou et qui sont les parties les plus souvent exposées au soleil. Les chapeaux en tissu tissé serré offrent une meilleure protection et ils bloquent plus efficacement les UV. Et puis, il est important d'éviter les chapeaux en paille qui, certes agréables et faisant très estival, ne permettent pas une protection UV suffisante car ils laissent passer un nombre important de rayons. Pour ce qui est de la protection des yeux, un petit rappel, hein, l'intérêt là est de se protéger du risque de cataracte précoce et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les deux pathologies augmentant fortement ces derniers temps. Donc, on recommandera des lunettes de soleil de qualité qui doivent bloquer 100% des UVA et UVB et qui peuvent protéger ainsi efficacement les yeux. On préférera les modèles qui enveloppent car ils offrent une protection latérale supplémentaire contre les rayons UV. Et on recommandera aussi de porter ces lunettes de soleil par tout temps, même nuageux, car il y a encore ce qu'on a évoqué initialement. Selon le type de nuage, il peut encore avoir une présence d'UV importante. Et ainsi, pour les sites de travail, on peut avoir des lunettes de soleil de protection qui résistent au choc et qui sont adaptées pour aller sur les masques en cas de travaux nécessitant de protéger ces voies aériennes. Alors, malgré toutes ces solutions techniques, il restera encore des zones exposées directement au soleil et c'est à ce titre-là qu'on peut recommander l'utilisation d'une crème solaire avec un spectre large et au minimum un SPF 30, voire 50 hein, si vous avez sous la main. L'utilisation est importante toutes les 2 heures
parce que malheureusement, même les meilleures crèmes vont se dénaturer en fait lorsqu'on s'essuie, lorsqu'on transpire ou lorsqu'on va se baigner. Donc par simple frottement, en fait, vous perdrez la protection de votre crème et il faudra la réappliquer. Donc voilà, donc on résume pour les points essentiels que l'importance du suivi des travailleurs est important, avec une formation sur les dangers des rayonnements ultraviolets, sur les mesures de protection, et on va devoir encourager ces travailleurs à travailler à l'ombre, à porter des vêtements couvrants, des lunettes et appliquer de la crème solaire. On peut encourager à former une éducation via des ateliers, des rappels et des mises à jour réguliers pour maintenir une sensibilisation et maintenir un engagement sur le long terme. Et le mieux, c'est de donner l'exemple à ces équipes. Voilà, merci beaucoup et on va voir s'il y a des questions. Micro, c'est mieux, Justine. Un petit récap juste, ça n'a pas été clair pour tout le monde. Est-ce qu'il faut porter du noir, de la couleur ou du blanc pour se protéger? Alors, plus c'est sombre, mieux ça absorbe les UV. Donc évidemment, on arrive sur les limites de ce qui est agréable à porter en fonction de la chaleur. Mais je dirais que ce simple plan des UV, là, on va prendre le plus serré en niveau du tissage et le plus sombre possible. Alors, heureusement, il y a des solutions techniques pour avoir des vêtements respirants qui permettent de sortir la transpiration de l'autre côté du vêtement et ainsi permettre une évaporation. Mais oui, on recommande effectivement, au moins lorsque la chaleur le permet, d'avoir les vêtements les plus sombres possibles. Une seconde question. C'est important, juste une seconde, c'est important lorsque la chaleur le permet. Hein, on est en réchauffement climatique et on aura de plus en plus chaud. Donc aujourd'hui, la recommandation, c'est quand même, lorsqu'il fait chaud en tout cas, des vêtements clairs et anti-UV. Parce que ce qu'a évoqué tout à l'heure Audric, c'est qu'on a des vêtements clairs avec des normes qui permettent d'avoir des indices de protection de 40, voire 50, qui bloquent 98 ou 19% des UV, tout en étant clair. C'est vers ça qu'il faut aller, sans aucun doute. Une autre question, les lunettes de vue avec traitement anti-UV et photochromique offrent-elles une bonne protection par rapport à des lunettes CE3 ou 4? Alors, c'est une question de normes. Je ne pourrais pas savoir ce qu'on sous-entend par traitement anti-UV. En fait, si c'est normé et que ça rentre dans la classification, oui, là, c'est le même niveau. Et sinon, non, parce que en fait, traitement anti-UV, n'étant pas normé, c'est un peu vague. Et puis après, je me poserai aussi la question sur la possibilité d'avoir des lunettes de sécurité à votre vue, parce que se protéger les yeux des cataractes ne vous protégera pas du coup d'éclat de pierre ou un coup d'arc. Voilà. Justine, toutes les lunettes de soleil, qu'elles soient photochromiques ou non, sont soumises aux mêmes normes. Elles doivent filtrer les ultraviolets de façon proportionnelle à la filtration dans le visible. Donc si la lunette respecte la norme, qu'elle soit photochromique ou pas, elle sera protectrice contre les UV. Elle réduira plus ou moins l'éblouissement. Par exemple, les photochromiques ne le réduisent pas quand elles sont à l'intérieur, le réduisent quand elles sont dehors et qu'elles continuent de fonctionner, ce qui n'est pas le cas à vie pour les photochromiques. Merci. Est-ce que l'employeur doit mettre à disposition de la crème solaire ou des lunettes de soleil? Est-ce que c'est considéré comme des EPI? Alors, je peux peut-être répondre. Donc, au niveau des lunettes de soleil, effectivement, on a des normes, donc on peut considérer qu'on est sur un EPI normé. Concernant les crèmes, on est là sur une question qui est en fait l'évaluation des risques. Donc, à partir du moment où on a évalué le risque et qu'on expose son salarié, les règles de prévention, c'est de soustraire ou de réduire l'exposition au risque. Donc vous avez vu qu'il y a des mesures de prévention collective avec les ombrages, derrière les mesures de prévention individuelle avec le port de vêtements et en dernier lieu, effectivement, la protection par crème. Donc il y a des entreprises qui mettent à disposition des crèmes, souvent avec des conditionnements collectifs. En Suisse, c'est vraiment quelque chose de courant, en Allemagne également. Donc voilà, on aimerait que ça émerge également en France de manière à protéger correctement les salariés sur les zones qui ne peuvent pas être couvertes donc par des vêtements ou par de l'ombrage. Alors, je vais revenir sur les questions qu'on a eues précédemment. On a 3-4 questions. Est-ce que le réchauffement climatique, avec notamment l'effet de serre, est-il un facteur qui peut expliquer l'augmentation des cancers? Tu me laisses répondre, Jean-Michel? Ouais. C'est très difficile à dire. D'abord, le suivi des cancers, en particulier les non-mélanomes, est plutôt compliqué parce que Jean-Michel l'a très bien expliqué, il y en a beaucoup. La plupart d'entre eux, notamment pour les cancers carcinomes non épidermoïdes, ne sont pas
un risque de métastase, ou en tout cas c'est très lent. Bref, il y a un suivi qui est très compliqué. Donc suivre dans le temps et en plus attribuer une causalité à l'évolution, ce dont on est sûr, c'est l'arrivée des congés payés, c'est le développement de l'industrie du loisir, du temps de loisir, tout ça est un facteur d'augmentation des mélanomes, il n'y a pas photo, c'est démontré dans tous les pays du monde qui s'y sont intéressés en tout cas. En ce qui concerne le suivi de l'épidermite, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, ce qu'on craint avec le réchauffement climatique, c'est qu'évidemment, avec la montée des températures, on est de plus en plus tendance à se dévêtir. Ça, c'est acté. Et d'autre part, avec le réchauffement climatique, les spécialistes de l'environnement, les experts du GIEC, pour être clair, prédisent un amincissement de la couverture nuageuse et possiblement un amincissement de la couche d'ozone. Même si elle semble se régénérer, la couche d'ozone, parce qu'on a arrêté de rejeter des substances qui l'abîment, on a des effets plus ou moins directs ou indirects du réchauffement climatique, comme les méga incendies, qui sont, quand on les rend dans les modèles, délétères pour la couche d'ozone. Donc on verra avec le temps pour pouvoir répondre de façon solide à cette question. Pour l'instant, c'est prématuré. Je pense que vous avez déjà abordé pas mal de réponses sur la question que je vais vous poser, mais je la pose quand même. Pourquoi les cancers de la peau ont triplé depuis 1990? Je pense que vous avez apporté les réponses juste avant. C'est principalement quand même des questions de comportement et bien sûr de réaction. Le réchauffement, il a déjà de l'impact. C'est possible qu'il ait déjà une responsabilité dans cette augmentation. Une dernière, est-ce que la couleur de la peau est importante pour ce qui concerne la synthèse de la vitamine sous l'action des UV? Oui, la réponse a été apportée directement. Écrit, oui, dans le chat, oui. Donc effectivement, les peaux noires ont plus de mal à fabriquer la pro-hormone vitamine D. Et d'ailleurs, des populations avec des peaux foncées qui sont dans des zones finalement où il y a peu de soleil voient des déficits en vitamine D assez importantes qui les exposent à des problématiques notamment immunitaires, on l'a vu. Donc voilà. Donc il y a des complémentations qui sont nécessaires pour la vitamine D pour ces personnes. Parfait. Il y avait peut-être une question également sur la proportion de finalement la participation des loisirs ou des vacances. J'ai vu. Comment peut-on faire la part de choses entre exposition pro et perso? Voilà, alors on dispose actuellement d'études très solides des Allemands, de Marc Wittlich en l'occurrence, qui a créé grâce à une étude sur plusieurs mois en 2017, une matrice emploi-exposition qui a permis d'évaluer pour chaque typologie de métier les doses CED dont on a parlé pour voilà, les différents métiers, en cumul jours, semaines, mois, et donc carrière entière. Et donc on peut également de la même manière évaluer ces mêmes expositions pour des sujets qui travaillent dans des bureaux. Et donc, on peut comparer en tenant compte, bien entendu, que d'un côté comme de l'autre, les gens s'exposent pendant leur congé, pendant leur loisir, toutes choses étant égales par ailleurs, et différencier la part liée à l'exposition professionnelle. Les Suisses l'utilisent actuellement avec un espèce d'algorithme, un tableau, qui permet vraiment de voir la participation du métier dans l'arrivée d'un cancer cutané. Et donc, voilà, c'est un moyen très simple de voir que la participation professionnelle est majeure et que la part des loisirs reste mineure. D'ailleurs, dans les études épidémiologiques, avec des analyses un peu complexes où on prend tous les paramètres en compte, on se rend compte que la part loisirs et exposition vacances ne montre pas de lien significatif avec la survenue à elle seule donc de cancer cutané, et que la part professionnelle, elle, est significativement associée à l'apparition de ces carcinomes. C'est beaucoup plus vrai pour enfin beaucoup plus le cas pour le mélanome, la question des expositions oisives, quand on a les moyens de partir souvent en vacances, de multiplier les séjours, tout ça augmente significativement le risque de mélanome. Ça n'est pas le cas pour l'épidermoïde. Il y avait une question, Justine, sur les vêtements des Touaregs, pour revenir sur la question des vêtements sombres et des vêtements clairs. Le vêtement Touareg est un vêtement très particulier. En fait, les Touaregs portent un juste au corps blanc et à 5 cm de là, très ample au corps, un tissu bleu Touareg pour créer une ventilation. C'est très compliqué, d'ailleurs, c'est pour être une source d'inspiration pour les gens qui travaillent sur la technique des EPI. On crée un ventilateur en quelque sorte ainsi, et c'est intéressant, mais véritablement quand vous portez sur le corps même des vêtements sombres, ils réémettent sous forme de chaleur l'énergie reçue du soleil. Donc c'est des facteurs d'amplitude ou d'amplification plutôt de la température corporelle, ce qui peut s'avérer très dangereux dans certains cas, dans certaines situations.
Eh bien, il me semble qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Alors, à moins que vous ayez des précisions à apporter, on va clôturer ce webinaire. Je vais juste vous lancer 2 sondages pour connaître un petit peu votre ressenti sur ce webinaire. On vous remercie tous de votre présence. Vous avez été jusqu'à 260 personnes. Merci beaucoup à nos intervenants pour leur travail et pour le temps consacré. Et il y a une seconde session prévue ce soir à 17h pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous ce matin. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.